Nous sommes en guerre, ce n'est pas la métaphore que je préfère, mais le fait est que nous vivons dans un monde en grande partie façonné par l'affrontement perpétuel entre les idées des uns et celles des autres. Quand un camp parvient à formuler ses idées dans des discours plus efficaces que ceux des autres, il déclenche des actes, du mouvement, des comportements, jusqu'à façonner nos objets, nos horizons, nos bâtiments. Et vous, là-dedans, vous pouvez décider de subir le monde, accepter cette réalité façonnée par les aspirations des autres, les laisser traduire leurs désirs et leurs peurs en règles, en lois, en interdictions et en prélèvements. Mais vous pouvez aussi décider de ne plus subir, contribuer à façonner la réalité en mettant vos idées en discours et votre public en mouvement. Si vous suivez cette voie, je vous conseille de vous inspirer de la stratégie des nouveaux dominants. Confinés, en quarantaine dans un système malade. Pour la première fois, on a appris que ne rien faire, c'était déjà agir. Alors comprenons que notre flemme canna-bol de céréales est une validation sournoise de ce modèle. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Voilà un pari bien risqué que de remettre notre sort entre les mains d'une poignée de boomers. Qu'est-ce que c'est bien fichu ce clip? Et au-delà de ça, nous avons avec Camille Etienne, une oratrice qui a tout compris à la manière dont on mène une guerre des idées. Ne les laissons pas, par leur ignorance, par leur inaction, par leur nostalgie destructrice d'un monde qui s'éteint, choisir pour nous. Et du coup, il faut qu'on en parle. Dans un article que j'avais envoyé aux membres de mon cercle des orateurs, j'analysais les sources de l'influence de Jean-Jacques Rousseau. Si vous lisez son discours sur les sciences et les arts, c'est presque mot pour mot la pensée écologique contemporaine. On y retrouve la nostalgie d'un état de nature où régnait l'harmonie et la vertu. Qu'on se rappelle l'image de la simplicité des premiers temps. C'est un beau rivage paré des seules mains de la nature, vers lequel on tourne incessamment les yeux et dont on se sent éloigné à regret. Quand les hommes, innocents et vertueux, aimaient avoir les dieux pour témoins de leurs actions, ils habitaient ensemble sous les mêmes cabanes. On trouve également l'idée que nous avons été corrompus par les progrès techniques et technologiques. Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur nos horizons, et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et en tous les lieux. Et on retrouve bien sûr l'idée millénariste selon laquelle plus une civilisation se développe et plus elle court vers sa perte. Socrate avait commencé dans Athènes, le vieux Caton continua dans Rome de se déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et amollissaient le courage de ses citoyens. Mais les sciences et les arts et la dialectique prévalurent encore. On négligea la discipline militaire, on méprisa l'agriculture, on embrassa des sectes et l'on oublia la patrie. Et là, je suis à peu près sûr que quelle que soit votre sensibilité, vous avez trouvé quelques affinités avec la pensée de Rousseau. Et c'est de ça dont je parle quand j'insiste sur l'influence de cet auteur. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que non, Rousseau n'était pas bon en débat. Je le précise car beaucoup de ceux qui aspirent à se former à la rhétorique sont obnubilés par ça. Je veux être bon dans les débats. Devenir bon dans les débats vous permettra à la rigueur de faire quelques coups d'éclat, mais l'impact sur la diffusion de vos idées sera quasi nul, tout simplement parce que le public n'imprime pas les idées des jouteurs, le public juge leur caractère. Et pour en revenir à Camille Etienne, elle ne brille pas particulièrement dans les débats. D'accord, mais vous savez que c'est dans les sociétés les moins industrialisées qu'on meurt le plus de la pollution, madame. C'est-à-dire que c'est en Afrique subsaharienne qu'on meurt de la pollution de l'air. Mais non, mais pas du tout. Mais alors ça, c'est quand même incroyable. Quand elle se trouve face à un bon dialecticien, elle se fait vite recadrer. Quand même être, pardon, je le dis, d'une ignorance. Pour penser que l'Afrique souffre d'un excès d'industrialisation, il faut quand même être un peu ignorant. Et ce sont les pays les plus innovants, comme la France, qui sont aujourd'hui en capacité précisément de décarboner la production. Aujourd'hui, non, un Français, même en tenant compte des importations, émet moins de CO2 qu'un Sud-Africain. Pourtant, je vous dirais qu'elle a tout pour marquer les esprits durablement. Pourquoi? Eh bien simplement parce que, comme Rousseau en son temps, elle maîtrise les 3 terrains où se mène la guerre des idées. Si vous voulez mener une campagne victorieuse sur le terrain des idées, vous devrez vous engager sur 3 terrains. Le premier, c'est celui de la philosophie. Le terrain, donc, des grandes questions sur lesquelles on finit par tomber quand on prend le temps de penser, à commencer par quel est le sens de la vie. Alors comme ça peut sembler être une prise de tête, mais c'est pourtant bien cette question qui introduit un grain de sable dans les rouages de l'ordre établi. Il va falloir qu'on ose se poser la question.
De quoi est-ce qu'on sera fier? En tant que génération, je veux dire. Est-ce qu'on sera fier de la 5G pour télécharger nos pornos en une fraction de seconde? De nos cartes du monde à gratter et puiser d'avoir fait? Fait le Mexique, fait l'Inde, fait le Costa Rica. Est-ce qu'on sera fier du mascara waterproof ou des lunettes de réalité augmentée? Deuxièmement, vous devez marquer des points sur le terrain de la politique. Comment? En démontrant que vous agissez au nom du bien commun, alors que l'autre camp est motivé par de mauvaises raisons. Le confort, la cupidité, le conformisme, le manque d'imagination. On n'était pas là quand ils ont décidé de couper les arbres pour en faire des billets, de sacrifier la moitié des animaux marins en 40 ans pour quelques points de croissance, d'enfermer la nature dans des parcs et de parquer le vivant dans des eaux. On n'était pas là quand ils ont décidé de trouer la couche d'ozone pour sentir bon nez dessous de bras. Au début de cette vidéo, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont tiqué quand j'ai parlé de nouveaux dominants. Et dans le même temps, je suis à peu près sûr que vous ne voyez rien à redire à ça. On n'était pas là quand ils ont décidé que ça valait le coup de condamner certains à la misère pour nos t-shirts à 1 € qu'on oublie au fond des placards. Quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. Personne aujourd'hui n'apporte la contradiction, à part peut-être lui. Cette opposition entre économie et environnement n'a pas de sens. On mourrait beaucoup plus de la pollution dans les temps pré-industriels qu'aujourd'hui. Et si le discours que porte Camille Etienne est devenu hégémonique aujourd'hui, c'est bien parce qu'il est convaincant sur les plans philosophiques et politiques. Et quel que soit votre projet, vous devriez aspirer à en faire autant. Un bon point de départ est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer que mon projet va améliorer les conditions de vie d'un maximum de gens? Et oui, bien sûr, aussi convaincante que soit votre réponse, elle sera discutable. Mais cela ne vous dispense pas de chercher à apporter la réponse la plus solide possible. Quand vous aurez ainsi progressé sur les terrains philosophiques et politiques, vous serez bien engagé. Mais si vous voulez avoir un impact durable, profond, amorcer un changement de civilisation, vous allez devoir toucher un niveau plus profond, celui de la culture. Et là, je voudrais revenir un instant à Rousseau, car pour faire passer ses idées, Rousseau ne s'est pas cantonné au genre de l'essai philosophique. Une de ses œuvres littéraires, La Nouvelle Héloïse, eut une influence considérable de son vivant. Ce roman épistolaire nous plonge dans la romance entre Julie d'Étanges, une jeune noble, et son précepteur, Saint-Preux, un homme d'origine humble. La différence sociale rend leur amour impossible, mais ils continuent de partager leurs sentiments par courrier, alors que Julie est contrainte de s'enfermer dans un mariage arrangé. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ce livre déclencha une véritable passion. L'ouvrage fut la meilleure vente du XVIIIe siècle. La demande était telle qu'il ne fut pas possible d'imprimer suffisamment d'exemplaires, et les éditeurs commencèrent à louer leurs copies à la semaine ou à la journée. Pourquoi un tel engouement? Parce que c'était la première fois que les cadres traditionnels de la société eurent un accès direct au point de vue d'une femme engagée dans un mariage contre son gré. L'engouement autour du roman de Rousseau fut analysé par l'historienne Lynn Hunt dans son ouvrage Inventing Human Rights, et elle y fait l'hypothèse que l'ouvrage de Rousseau eut une influence décisive sur l'évolution des droits des femmes. Et si je vous raconte cela, c'est une nouvelle fois pour attirer votre attention sur le fait que le débat, la confrontation directe avec les idées d'un adversaire, ne fait qu'effleurer la surface du monde des idées. Et si vous avez vraiment l'ambition de donner une place centrale à votre pensée, c'est à un niveau plus profond qu'il faudra vous attaquer. Cela suppose de vous exercer à des formes de discours plus littéraires, qu'il s'agisse comme Rousseau de susciter l'empathie en incarnant vos idéaux dans des personnages, ou qu'il s'agisse par la narration et la description de donner vie, sous les yeux de votre public, au monde que vous voulez faire advenir. En somme, gagner la guerre des idées, ce n'est pas seulement un travail sur l'opinion, c'est un travail sur l'imaginaire. Et devinez quoi, c'est exactement l'intention de Camille Etienne avec des mises en scène de ce genre-là. Nous, la génération qui aura enterré les 1,5 degrés. On a eu le temps de naître, d'apprendre à marcher, de se séparer, s'aimer à nouveau, se battre pour nos droits, cultiver la terre, gravir des sommets, hurler de rage, dormir tard le matin, faire des révolutions. Ces clips sont de très beaux morceaux de rhétorique. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers. Il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Il y a les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. Il y a juste une petite chose. C'est qu'en les visionnant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. C'est des conneries que la peur te murmure. Et tu oses le croire. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite ? De quelle catégorie fais-tu partie? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète? Cette deuxième voix qui nous murmure, tu peux y arriver.
Lui, c'est un des meilleurs vendeurs de formation en développement personnel du monde. Et là, vous pouvez penser que je me moque, il n'en est rien. Je pense au contraire que Camille Etienne a compris ce qui avait jusqu'alors échappé au leader de son camp. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me soutenir en aimant cette vidéo, en la commentant, en la partageant et bien sûr en vous abonnant. Et pour ne pas manquer mes prochains articles, c'est le premier lien dans la description. Prenez bien soin de vous et à très vite.